Il y a quelque chose d'étrange dans le développement. On parle beaucoup de technologie, de framework, d'architecture, mais rarement des personnes qui les construisent. Des doutes, des décisions qu'on prend, sans toutefois savoir si elles sont la bonne, du niveau d'importance que cela demande. Dans Code et Café, on se pose, on pose les ordis et on parle de ce que être dev ou être dans la tech aujourd'hui veut dire réellement. Pour ce tout premier épisode, je reçois un profil fascinant, un développeur devenu architecte. Nous allons discuter et revenir échanger sur son expérience, sur comment il perçoit tout cela et comment est-ce qu'il le vit aussi dans la vie de tous les jours. Installez-vous, abonnez-vous et bonne écoute. Bonjour, Monsieur Kwame. Bonjour, Lévi Lakoto. Comment tu vas? Super bien. Merci déjà de venir participer à ce petit moment d'échange. Je sais que c'est pas toujours aisé pour nous qui sommes derrière les écrans de passer devant. Ma toute première question, déjà, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Kwame Akmenre. Je totalise aujourd'hui plus de 12 années d'expérience dans le domaine de la tech. J'ai démarré comme bon nombre d'entre nous en tant que développeur. Et peu à peu, j'ai migré vers des postes de décision un peu plus techniques, notamment vers l'architecture. Donc aujourd'hui, j'occupe un poste d'architecte d'entreprise, de solutions d'architecte également, dans des boîtes de fintech. La FinTech, Ouais. on va en parler. Premier exercice, on va définir un peu ta carte d'identité en tant que développeur. Déjà, ton nom de codeur. Rollins. Ça a toujours été Rollins. Rollins. C'est quoi l'histoire? Rollins, ça date depuis le lycée, depuis l'époque un peu hip-hop, voilà. J'appartenais à un groupe qu'on appelait la famille Soprano. Ouais. Et donc, mon nom de rappeur à l'époque, c'était Rolling Sphinx. Donc, c'est ce nom-là que j'ai gardé jusqu'à Ok, aujourd'hui. donc tu rappes au code. Ouais. C'est pas mal. Ton langage principal? Aujourd'hui, c'est vrai que je code plus en entreprise, voilà, mais il m'arrive de faire de la veille technologique, de tester de nouvelles solutions, de nouvelles technos et autres. Et généralement, lorsque je dois écrire quelques briques de code sur des projets perso, c'est généralement du Python. La nouvelle tendance. Ouais, nouvelle tendance, on va dire aujourd'hui, sous nos cieux. Mais moi, j'ai commencé en 2015, hein. En 2015, quand j'ai fait mes premiers pas en entreprise, voilà. C'était directement avec Python sur des ERP comme Odoo. Voilà, aujourd'hui qui est devenu une tendance. J'ai eu la chance de pouvoir bosser dans une entreprise qui était vraiment, on va dire, pionnière dans le domaine de l'open source et du cloud. Donc, ce qui m'a permis très rapidement de me familiariser aujourd'hui à pas mal de technologies dont on parle, hein, que j'ai eu la chance de pouvoir toucher, de pouvoir manipuler il y a 10 ans. Et c'est là que j'ai commencé avec Python, essentiellement sur l'ERP, après sur du back-end. Et après, puis bon, c'est resté, quoi. J'ai continué jusqu'à présent. Le langage que tu respectes, mais que tu n'aimes pas. Est-ce qu'il y a un langage réellement que j'aime pas? J'ai pas de religion en termes de langage, au fait. Je suis de ceux qui pensent que chaque langage a ses forces, a ses faiblesses, et un langage s'adapte à une situation précise, voilà. Après, bon, c'est vrai que le langage que j'ai à la limite, je pourrais dire que je suis un peu beaucoup aussi dans l'éducation, voilà. L'éducation dans le sens où, pour ceux qui viennent apprendre le code, tout ça, je leur dirais que c'est Java qui, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que, bon, tu as des frameworks comme Spring qui sont venus uniformiser un peu les pratiques autour de ce langage-là. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, lorsque tu arrivais sur Java, et voilà, pour faire un élément, il y avait 10 000 façons de faire. Et Et quand tu surtout, es débutant, tu ne sais pas forcément quelle est la quelle est la bonne meilleure? manière, quel est le bon parcours, et ça peut être déroutant. Back-end ou front-end? Back-end. Always. Back-end toujours. En fait, bon, moi, le côté subjectif du front-end, du design, c'était pas ma tasse de thé. Donc, C'est ta tasse de café. pour faire le back-end, c'est logique, c'est carré, voilà, c'est du code.
tu le fournis, C'est tout. c'est tout. Un peu comme les maths, on dirait. Voilà, c'est comme les maths. Code propre ou code rapide. Le problème de quand c'est dit comme ça, c'est ce que ça cache derrière. Voilà. On a tendance à percevoir le code rapide comme un code sale, un code illisible, comme un code qu'on ne peut pas réutiliser. Et c'est là que je suis pas d'accord. C'est là que je suis pas d'accord. C'est ce qui me gêne derrière souvent cette notion de code rapide. Sinon, en règle générale, c'est un mix des deux. Parce que il est important d'avoir un code propre. Après, il faut pas perdre du temps à, tu vois, À à être refactorer. obsédé, ouais, à passer Ce son que temps à ça faire. devient une obsession Une de... obsession d'avoir du code ultra propre. Non, il ne faut pas rentrer dans ce genre de truc. Par contre, le besoin d'aller vite, c'est le besoin du marché. Voilà. Aujourd'hui, ça va vite. L'informatique, ça va vite. Les gens veulent tout, tout. Maintenant, voilà, c'est plus comme il y a 15, 20 ans. Tu as le temps de faire sortir une solution, d'attendre quasiment 6 mois, 1 an pour la faire évoluer, prendre le temps de corriger les bugs. Donc, les gens veulent tout, tout de suite. Les gens sont beaucoup plus impatients parce que le monde aujourd'hui, il est digital, il est rapide et le marché, il est fortement concurrentiel. Donc là, tu ne peux pas te permettre de traîner les pas quand tu es sur un produit, en fait, projet. sur un projet. Travailler seul ou en équipe? Qu'est-ce que tu préfères? Travailler seul ou en équipe, il est clair que, comme je le disais, hein, l'époque où tout seul dans son garage, on pouvait développer une solution qui viendrait révolutionner le monde, là, elle est passée. Voilà, ça c'est l'informatique des années 90. Deux personnes dans un garage peuvent changer le monde. Aujourd'hui, pour avoir une solution qui puisse être adoptée sur le marché, les ressources, les fonctionnalités qui vont être demandées, les ressources qui vont être demandées, c'est énormément. Donc, le fait déjà de travailler à 3, à 4, vous travaillez déjà en équipe. Voilà. Souvent, il est effectif. Je suis pour ceux qui pensent qu'il est bien de travailler en équipe, mais aussi il faut éviter d'être dans de très grosses équipes. Parce que ça aussi, quand il y a trop d'équipes, ça peut nécessiter trop de réunions. Vous pouvez finalement perdre plus de temps à vous organiser qu'à produire, en fait. Donc, Mais est-ce que l'apprentissage, on va dire, surtout en termes d'apprentissage, c'est pas mieux de savoir faire beaucoup de choses seul d'abord et oui, puis si c'est en plus termes tard. en apprentissage, tu apprendras 80% généralement seul. Voilà. Mais quand tu vas te mettre en phase projet, voilà, où il est question de délivrer un produit, il y a de très fortes chances que tu sois appelé à travailler en équipe. Je sais que tu as dit que tu ne codes plus quotidiennement, mais les moments où tu codes le mieux, où tu es le plus concentré, où ça va vite, où tu es... En règle générale, c'est le moment où je suis seul. Ça peut arriver en journée, un week-end, un jour férié, où bon, madame, les enfants ne sont pas là. Je peux me mettre à coder, je peux être ultra productif. Mais en règle générale, c'est la nuit. C'est la nuit que je vais me retrouver seul. Voilà. Je vais être isolé de tout ce qui est distraction et autres. Et donc, je pourrais avoir un niveau de production, de performance assez élevé. Marié ou célibataire? Marie, la vague. Enfin? Oui, j'ai un garçon de 15 mois. Ah, super. Café ou thé? Ni l'un ni l'autre. Je ne consomme pas le café, Tu ne je ne consommes consomme pas de pas le café? thé, Ah, ni l'alcool, ni le lait. merci. Au moins quelqu'un qui... avec qui ça match. Il y a d'autres, c'est un peu le drogue, hein. Quand il n'a pas consommé son café du matin, il peut pas démarrer. Bon, c'est pas mauvais en soi, hein. Chacun a ses habitudes, tout et tout. OK. Maintenant, parlons de tes débuts. Comment tout a commencé? Comment est-ce que tu es arrivé dans l'univers du code de l'informatique? Moi, je suis de la génération 90, hein. Donc, nous, on avait dit qu'on a grandi avec la PlayStation. La PlayStation 1. Voilà, à l'époque, issu des quartiers populaires, donc on avait généralement des salles de jeux vidéo où on partait jouer. Et je dois avouer que j'ai été fasciné dès le départ. Je voulais comprendre un peu le mystère, quoi. Comment ça se fait que sur un petit CD qu'on introduit dans une console, il y a un jeu, il y a un programme qui s'affiche. J'avais cette envie-là de comprendre la logique qui était derrière. Et je pense que quelque part, c'est quelque chose qui m'a drivé et qui m'a conduit à l'informatique.
J'étais passionné de jeux, mais j'avais envie De comprendre des de choses. comprendre, d'en concevoir, en fait. Donc, Voilà. si je comprends bien, c'était un choix personnel. Ouais, Contrairement à d'autres personnes qui sont arrivées un peu par accident, qui ont découvert les choses. Toi, ouais. depuis le passage, tu as un truc. Maintenant, bon, ton parcours, dessus, tu as dit que tu as fait plusieurs boîtes. Comment s'est matérialisée cette évolution-là que tu as connue de tes débuts? D'abord, la formation jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise dans laquelle tu es. Comment tout ça s'est passé? Bon, à la formation, j'ai fait une formation classique, hein. Après le bac, j'ai suivi des études en Quel informatique. bac d'abord? J'ai fait un bac série D. Série D. Après, je suis allé en grande école où j'ai fait des études en informatique. Déjà, je pense qu'à l'époque, c'était une nouvelle filière, c'était IDEA, informatique développeur d'application. Et puis après, j'ai poursuivi en génie logiciel. De quelle année? Euh, 2011, hein, 2011-2012, voilà, juste période crise électorale. Donc, on va dire on était la première promotion d'IDEA. Et par la suite, avant d'arriver dans le monde de l'entreprise, bon, on a essayé plus ou moins, on avait pas mal de rêves, hein. On a essayé plus ou moins de mettre une boîte en place, voilà, de prendre des projets par-ci, par-là. À l'époque, c'était essentiellement des sites web qu'on réalisait, voilà, des sites web et quelques petites applications de gestion. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes armes. Je commençais à me faire mes armes jusqu'à ce que, bon, à un moment donné, je décide de me retrouver en entreprise. Et j'ai pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, démarrer dans une très bonne boîte aujourd'hui qui est nationalement reconnue en termes d'IT. Et donc là-bas, l'expérience au niveau de cette boîte m'a permis de me familiariser à tout ce qui était cloud. Voilà. À l'époque, on ne parlait pas du tout de... C'est une boîte ivoirienne Oui, à c'est une cent pour boîte cent. 100% ivoirienne. À l'époque, on ne parlait pas du tout de cloud. C'était totalement nouveau. Donc, tous les concepts que tu as aujourd'hui autour du cloud, la containerisation, tout ce qui était CI/CD, l'agile et autres, voilà, j'ai pu faire mes armes, j'ai pu découvrir ça là-bas et ça m'a permis réellement de beaucoup progresser, de développer beaucoup de compétences. Voilà. Et aussi, c'est généralement un conseil que j'ai tendance à donner à mes jeunes frères qui sortent d'école. J'ai tendance à leur dire aller en cabinet plutôt que d'aller dans des grosses boîtes, dans des multinationales. Parce que en cabinet, il y a souvent beaucoup à faire. Je me souviens que quand j'ai démarré, j'étais censé être ingénieur d'études et développement. Mais dans la pratique, tu te retrouves à être le chef de projet. Tu te retrouves à être celui qui fait, à la limite, le tech lead, l'architecte logiciel, à celui qui développe. Au finish, tu es C'est celui tout. aussi qui déploie, voilà, et qui fait jusqu'à la formation. Donc, c'est vrai que ça peut paraître fastidieux, mais en même temps aussi, ça te construit. Ça te développe les Voilà, skills qu'il faut ça pour te développe les skills qu'il faut. Et quand, à un certain moment, tu décides d'aller en, en en entreprise, dans des multinational. multinationales, où tu seras vraiment cantonné à une activité précise, mais ça te permet d'avoir une vue 360 sur toute la chaîne de production logicielle, au fait. Ça te permet d'avoir un bon bagage technique, quoi. Là, tu nous as dit que tu es architecte. Mhm. Donc, tu es passé de Donc, développeur à architecte. Tu peux nous expliquer un peu, parce que bon, on entend très souvent software architecte, solution architecte, enterprise architecte. À croire que vraiment data l'architecture, architecte. la data architecte. Il y a Ouais, nos amis d'IA qui sont venus ajouter aussi pour eux. ouais, Bon, il y a beaucoup de branches donc, dans c'est l'architecture. quoi la différence? Ok, bon, déjà sur la première question, sur le fil conducteur, donc comme je te l'ai dit, dès mes premiers instants en tant qu'ingénieur études et développement, tu es obligé d'avoir un certain niveau d'analyse. Et l'analyse te demande de prendre un recul. Tu vois, par rapport au... Il y a un besoin qui est exprimé, tu es obligé de prendre un recul, de recul suffisant pour analyser ce besoin-là. Proposer une solution déjà sur papier avant de la mettre en pratique. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le plus dur, c'est pas écrire le code, c'est de savoir ce que tu vas écrire C'est ça. exactement. Et donc, dès les premières heures, ça m'a plus ou moins préparé à ce métier que j'exerce aujourd'hui, qui est l'architecture. Naturellement, j'ai eu à développer les skills pour être architecte et c'est quelque chose qui m'a plu.
parce que je pense que j'ai été ingénieur études et développement. Après, je suis passé à l'avant-vente. Et donc, l'avant-vente, c'est essentiellement des appels d'offres, des besoins clients qu'on recevait et auxquels il était question de fournir des offres techniques. Donc, il faut penser la solution du client, il faut la rédiger et ensuite, il faut pouvoir la lui vendre, au fait. Et c'est essentiellement les 3 skills qu'on demande à un architecte. Après, sur les différentes Les différents segments. des segments, dénominations qu'on peut trouver sur le marché, il faut dire que, bon, si on veut partir du haut, il y a l'urbaniste. L'urbaniste informatique, l'urbaniste du système d'information. C'est celui-là même qui, dans un système d'information, généralement dans les grosses boîtes, chez des opérateurs telco, certaines fintech ou en banque, tu peux facilement te retrouver avec un système d'exploitation où tu as 50, 100, 200 applications. Un système d'information. Merci. Un système d'information où tu as 100, 200 informations. Donc, comment tu t'assures que ces applications-là ne se marchent pas dessus? Qu'il n'y a pas de doublons. Voilà. Parce que quelque part, s'il y a des doublons, c'est que quelque part, l'entreprise a payé 2 fois pour la même chose et c'est une perte d'argent. Donc, en quelque sorte, l'urbaniste, c'est un peu comme l'urbaniste qu'on peut croiser au niveau du bâtiment. Il va définir sur une zone, donc notamment, la zone ici, c'est notre SI. Il va définir, il va dire, bon, OK, voici plus ou moins comment les applications de tel domaine doivent fonctionner. Voici les fonctionnalités qu'elles doivent avoir. Voici les interfaces qu'elles doivent fournir, parce que c'est un SI. Tu as plusieurs applications, donc c'est un environnement hétérogène. Mais par contre, il faut que tout le monde communique. Il faut que le flux de données soit fluide. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le travail de l'urbaniste, de définir la communication, s'assurer qu'il n'y a pas de doublons dans les applications et que tout le SI dans sa globalité est performant. Je ne vais pas te couper, mais pour ceux qui ne sont pas assez tech, doivent comprendre. Je prends un cas de figure spécifique. Quand on parle ici de système d'information, ça peut être plusieurs composantes qui travaillent ensemble. Donc, dans le cas d'une application fintech, par exemple, on peut avoir une application qui gère tout ce qui est information des utilisateurs. On peut avoir une autre composante qui gère les soldes, etc. Tout et tout. Donc, tout ça doit être capable de communiquer ensemble dans un même système. Voilà. Donc, pour t'aider avec la définition classique, on va te dire que le système d'information, c'est l'ensemble des équipements et des ressources matérielles et immatérielles qui te permettent de capter l'information, de stocker l'information, de traiter l'information et de partager l'information. Donc là, quand tu as fini avec l'urbaniste, généralement, juste en dessous, tu as généralement ce qu'on va appeler l'architecte d'entreprise. L'architecte d'entreprise, lui, son rôle, c'est que, comme toute entreprise, elle a pour but en règle générale, de générer un CA. Et donc, l'entreprise a généralement ce qu'on va appeler la stratégie de l'entreprise, qui va te dire, bon, généralement, on le fait par quinquennat, te dit, bon, OK, les 5 prochaines années, voici la stratégie de l'entreprise. On va développer le portefeuille B2B, on va faire tant, on va faire tant, on va faire tant. Donc, ça, c'est au niveau business. L'architecte d'entreprise, il va, sur cette base-là, il va la décliner en stratégie IT. Voilà. Il va la décliner en stratégie IT. Il va définir, bon, OK, par rapport aux objectifs de l'entreprise, voici comment on va s'y prendre. On va mettre en place telle solution qui permettra de répondre à tel besoin. On va ainsi de suite. Et donc, à la limite, il peut produire une roadmap pour dire, bon, voici les solutions qu'on va devoir sortir et te donner les différentes dates auxquelles elles doivent sortir et plus ou moins les besoins auxquels ces solutions-là devront répondre. Mais il est encore toujours, plus on descend, en top level. Voilà, il y a encore top level. Après lui, tu as le solution architecte qui, lui, va recevoir un besoin. Tu vois? Lorsque l'entreprise architecte va te dire que, bon, OK, on est une société, on voit que nos clients, ils ont besoin de communiquer, d'être informés en temps réel sur leur activité. Donc, il faut mettre en place un système de notification. Ça, c'est ce que l'architecte d'entreprise aura dit. Il faut mettre en place un système de notification qui s'est fait tant, qui doit marcher comme ci, comme ça. Il a dit ça grosso modo.
C'est le solution architecte maintenant qui va le prendre et qui va entrer dans un niveau de détail pour dire, bon, OK, cette solution-là, on aura telle composante qui va faire tant, on aura telle composante qui va faire tant, telle composante va faire tant, telle composante va interagir de telle manière avec tel autre système externe par Excellent. rapport à la solution elle-même, donc, mais qui peut être toujours interne au SI ou même carrément externe au SI, ainsi de suite. Donc, il va rentrer un peu plus dans le détail de la solution qui doit être fournie. Et il va jouer avec des technos. Donc, il va te dire, bon, OK, on a besoin de faire de la synchrone, donc, bon, j'ai peut-être besoin d'un Kafka. J'ai besoin je vais sur une architecture en microservice. Donc, la couche sécurité, là, je vais la dédier à un composant. Je vais prendre Kong, je vais prendre OVSO2. Bon, toute la partie gestion de l'identité et autres, donc je vais faire un keycloak. Ou bien, bon, j'estime que ce n'est pas nécessaire, je vais faire une petite brique. Bon, ce sera selon les besoins. Lui, il va définir ça comme ça. Et par la suite, ça va arriver sur l'architecte logiciel. L'architecte logiciel, c'est lui maintenant qui va entrer dans le détail des composantes. Et dans le détail des composantes, il va te dire, OK, je vais intégrer des notions comme l'idempotency, je vais intégrer des notions de circuit breaker, il va te rentrer dans des questions de diagramme de classe. Les spécifications, Voilà. Il va rentrer dans, est-ce que je fais une API GraphQL, l'API REST, il les va te donner même protocoles, le contrat. c'est ça, Il les va aller contrats jusqu'au contrat. d'interface. Voilà. Là où l'architecte solution n'ira pas forcément au contrat. Et quand lui, il l'a fait, généralement, c'est la dernière étape, ça va basculer sur le C'est le développeur. développeur qui va faire l'implémentation. Voilà, parce que chez le développeur, lorsque ça va arriver sur lui, il y a suffisamment de détails sur ce qui doit être fait. Voilà. Donc, le développeur réfléchit plus en termes de, de circuit d'intégration, Ouais, d'architecture. Lui, il n'a plus ces contraintes-là. exactement. Lui, il ne fait que écrire son code qui va interagir, Et etc. puis, comme on le dit dans notre jargon, il va pisser le code. Il va pisser le code. Mais bon, généralement, tous ces profils-là, c'est rare de les trouver en entreprise, en tout cas sous nos cieux. Mais dans les grandes boîtes de la Silicon Valley, tu vas retrouver tous ces profils-là. Toutes ces composantes-là. C'est ça. En tout cas, c'est bon à entendre, c'est bon à comprendre. Voilà. Maintenant, j'imagine que en tant qu'architecte, au-delà on va dire, de tout ce qui est fonctionnel lié à ton travail, il y a aussi des niveaux de décision que tu prends qui impliquent, on va dire, comme Spider-Man, des décisions qui impliquent de grandes responsabilités. Voilà. Donc, comment tu gères ça sur l'aspect mental, sur l'aspect en termes de responsabilité, en gros? Parce qu'aujourd'hui, tu peux prendre une décision qui va impacter. Toi, tu es chez un opérateur, par exemple. Donc, dans le cadre d'une architecture, d'un produit que vous devez lancer, c'est des solutions qui impactent des millions de personnes au quotidien, surtout un opérateur qui est dans la fintech. Donc là, j'imagine, ça touche encore l'argent des gens. Ouais. Donc, quand tu dois C'est encore prendre... plus sensible. C'est encore plus sensible. Quand tu dois prendre ce genre de décision dans l'implémentation, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que ça drive ce que tu fais, ton niveau de conception, etc. Oui, il y a une certaine forme de pression. Après, il faut trouver des mécanismes. L'entreprise même déjà met des mécanismes pour éviter cela, pour éviter qu'il y ait trop de pression et qu'à un moment donné, ça nous pousse à l'inaction. Bon, généralement, ce qu'on a l'habitude de faire, puisque je ne suis pas le seul, on est plusieurs, c'est généralement des revues. Voilà, des revues. En tant qu'architecte, ça demande beaucoup d'humilité parce que tu es censé couvrir un large périmètre, tu es censé avoir une grande connaissance, mais en même temps, tu ne peux pas connaître tout. Tu ne peux pas être expert en tout. Voilà. Donc, il faut avoir suffisamment d'humilité pour présenter son travail à ses collègues, présenter son travail à d'autres experts sur certains chantiers, notamment dans la fintech. Il faut que les experts au niveau sécurité regardent, les experts au niveau de l'exploitation des solutions regardent, parce qu'ils peuvent avoir leur mot à dire, ils peuvent avoir décelé certaines failles, certaines imperfections que de ta fenêtre, voilà, tu peux avoir, en tant qu'archi, tu peux avoir une fenêtre idéaliste. Il y a aussi même les développeurs qui peuvent te faire des remarques qui vont te permettre de peaufiner.
Donc, l'idée, c'est qu'en tant qu'archi, tu portes la responsabilité de la solution. Mais il faut toujours garder à l'esprit que tu ne dois pas la bâtir seul. Parce que seul, voilà, tu n'as pas toute la connaissance de l'IT. Il y a toujours des nouvelles technologies qui sortent, une nouvelle façon de faire. Voilà. Donc, grosso modo, c'est beaucoup de revues. Voilà. Lorsque tu es censé driver un projet, c'est beaucoup de revues avec tes collègues et d'observations que tu dois intégrer. Et c'est ce qui fait qu'au bout d'un certain moment, tu permets d'avoir un dossier d'architecture complet. Voilà. Un dossier d'architecture complet où tu as pris le temps d'intégrer toutes les observations, tous les risques. Et généralement, ce genre de solution, lorsqu'elle sort, tu peux avoir des difficultés au niveau business. Tu vois? Au niveau business, peut-être que bon, le choix que vous avez fait côté business, ça peut poser problème. Mais très rarement, tu auras des difficultés au niveau technique parce que voilà, Tu as pris en tu as compte tout pris le le monde. temps d'intégrer tout le monde dans ton projet. Donc, en tant qu'architecte, ce n'est pas que des compétences techniques. Voilà, il y a un doctorat en mathématiques et donc je prends une feuille. OK, voilà Je ce qu'il faut dessine faire. tout. Non. Il y a beaucoup aussi de soft skills parce qu'il faut savoir communiquer. Il faut savoir impliquer tout le monde autour de ton projet. Voilà. En termes d'anecdotes, est-ce que tu as déjà été confronté à une situation où tu as schématisé quelque chose, vous avez conçu, vous avez lancé, et puis bim, sur le terrain, c'est bizarre. Ah, mais ça, La solution répond pas. mais C'est- ça arrive, hein, ça arrive. Et comme je l'ai dit, ça arrive généralement quand tu es resté dans ton coin. Voilà. Généralement, bon, tu veux faire, tu as reçu un projet, tu veux rapidement le livrer et tu te dis que si tu passes devant les experts des différents domaines avec leurs observations, leurs retours, ça risque encore de te rallonger le délai. Donc, rapidement, tu fais ton truc en catimini, tu, tu tu le donnes introduis. aux équipes au développement, ils développent, ils le fournissent. Mais lorsque ça arrive en prod, tes clients se plaignent. Ah, mais tel truc, ça fait pas tant, tel truc, ça fait pas tant. Parce que quelque part, tu t'es. Mais Voilà. vous, en tant qu'opérateur, en tout cas, moi, pour mon expérience, quand tu dis tes clients se plaignent, moi, je me plains tout le temps, mais ça ne change pas. Donc, quand tu dis tes clients te plaignent, je ne sais pas, c'est de quel client tu parles précisément? C'est nous ou bien vous avez d'autres clients dont on ignore l'existence? Bon, déjà, en entreprise, on a deux types de clients. On a les clients internes, parce que en tant qu'archi, tu peux recevoir un besoin qui est exprimé par une entité interne, voilà, qui permet de. C'est un besoin une solution qui va leur permettre de réaliser leurs tâches, de réaliser leur travail, et donc de concourir à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Donc, il arrive qu'on ait des clients internes et on a aussi des clients externes qui sont, voilà, qui sont vous, qui consommez nos différents produits. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu quelque chose c'est un domaine dans lequel plus ou moins on pêche. Voilà. On pêche dans le sens, quand je dis on pêche, je ne parle pas que de la boîte que je représente, mais de toutes les boîtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est de pouvoir intégrer rapidement le retour client. Voilà. Intégrer rapidement le retour client. Tu sais, comme on l'a dit, hein, aujourd'hui, on parle d'agilité, on parle d'amélioration continue, C'est ça. mais ce n'est pas forcément des concepts que, on maîtrise complètement. Voilà, parce que maîtriser complètement, il ne s'agit pas juste d'une seule personne, c'est à l'échelle de l'entreprise. Voilà, c'est une manière de réfléchir. Voilà. Mais aujourd'hui, de plus en plus de boîtes essaient d'avoir cette approche-là. Tu vas entendre parler d'approche client-centrique. Voilà, une approche client-centrique pour dire que l'essentiel, C'est c'est de fournir un service que le client veut, la satisfaction. la satisfaction client. Donc, aujourd'hui, de plus en plus dans des entreprises, tu vas avoir des directions d'être, la direction de l'expérience client. Il y a 10 15 ans, quand voilà, on démarrait, c'est pas forcément des directions qu'on retrouvait. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on retrouve ces directions-là. De plus en plus aussi au niveau IT, surtout au niveau des nouvelles boîtes, donc les fintech, on essaie De raccourcis. de raccourcir le délai entre l'expression le retour client et l'implémentation d'une fonctionnalité. Voilà. Maintenant, bon, ça tombe bien. En termes de process, qui dit multinational, dit long process. Ouais. Process de validation. Tout le monde doit parler.
Tout le monde va donner son point de vue. Toi, de ton avis personnel, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer, on pourrait changer, surtout dans une dans une architecture technique comme la nôtre? Ouais, bon, la question que tu poses là, ça sort du cadre technique, hein. C'est plus que de la technique. Là, maintenant, tu rentres dans l'organisation même de l'entreprise. Et j'avais un livre, hein, peut-être un jour je vais te le passer. C'est un livre qui présentait qu'est-ce que le DevOps au fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire DevOps, DevOps. Pour beaucoup, c'est un poste. En tant que DevOps, c'est pas un poste. C'est un ensemble de Une cultures, de compétence. philosophies, d'approches, de manières de faire. Voilà, c'est un tout au fait. Et dans ce livre-là, c'est écrit en français. Dans ce livre-là, à un moment donné, ils ont expliqué que structurellement, plus une entreprise grossit, plus elle a besoin de s'organiser. Et plus elle a besoin de s'organiser, plus elle va mettre en place des processus. Et plus tu vas mettre des processus, Plus ça va plus devenir le là. traitement va devenir long. Donc, est-ce que la solution, ce serait pas de... je prends par exemple le cas de Spotify, qui a mis en place un peu de l'architecture basée sur les squads. Des squads qui sont tellement autonomes qu'elles arrivent à shipper, à délivrer des fonctionnalités en des temps records. Donc, quand tu prends une squad, par exemple, tu as un décisionnaire, tu as une personne pour le UI, UX, tu as une personne pour l'architecture, etc. Tu as tout ce dont la squad a besoin pour pouvoir livrer en temps record. Est-ce que ce ne serait pas mieux, je le dis, peut-être que vous ne pouvez pas l'implémenter maintenant ou bien ce n'est pas possible de le faire, mais c'est toujours un cadre de réflexion aussi qu'on pousse. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour des entreprises aussi grosses de commencer un système de refonte de l'architecture interne pour aller vers cette efficacité-là? De l'organisation interne, Oui, tu veux dire. oui, de l'organisation interne. Oui, oui, ça serait bien. Aujourd'hui, tout à l'heure, dans ta réplique, tu as commencé par un thème qui est assez important, c'est l'autonomie. Est-ce que tu vois? Pour moi, à un moment donné, si on a des produits, il faut pouvoir définir un responsable produit, lui donner les clés du camion, lui dire, bon, OK, tu es responsable de ce produit-là, de cette tasse d'été. À la limite, tu rends compte à juste une ou deux personnes. C'est juste une ou deux personnes que tu dois convaincre par rapport à ta stratégie, à ce que tu veux faire de cette tasse d'été. Et par la suite, on le laisse bosser. Le problème, c'est que souvent dans les grosses boîtes, c'est le nombre de personnes qui doivent valider qui pose problème. Sinon, l'organisation en squad, c'est bien. Mais avant que la squad se mette à délivrer, il y a les features. Il y a quelqu'un qui doit décider des features. Que, OK, cette feature-là, je la priorise. Celle-là, je ne la priorise pas, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui doit définir cette stratégie. Quand il l'a fait, il doit la faire valider. Mais s'il doit la faire valider par 15 personnes, c'est compliqué. Et Ouais. souvent, ces 15 personnes-là représentent des intérêts différents. Donc, chacun essaie de tirer la solution de son côté. Et au finish, c'est compliqué. C'est ça. Donc, bon, je pense que ceux qui vont nous regarder, qui prennent les décisions, ça peut leur mettre la puce à l'oreille. On ne va pas leur dire comment faire leur travail. Ouais. Toujours est-il que nous, on est utilisateurs. Donc, ce qui peut être fait pour faciliter les choses, pour que ça soit plus facile d'accès pour nous, c'est ce qui est le plus important. Maintenant, en termes d'équipe, tu as eu à travailler, à collaborer en équipe, tout et tout. Euh, Généralement, quels sont les pain points que tu rencontres en tant qu'architecte? Quels sont ces comportements-là, on va dire, qui te mettent hors de toi quand tu collabores avec d'autres personnes, etc. Qu'est-ce que tu n'aimes pas, en gros? C'est l'engagement. Comme je l'ai dit, en toute chose, faut rester pro. Voilà. Quand on fonctionne en équipe, notamment en termes de squad, parce qu'en squad, c'est un peu pris du domaine militaire américain. C'est ça. Voilà. Et les squads, généralement, elles ont un mode d'évolution, c'est un peu comme une flèche. Voilà. C'est un triangle, mais bon, la base est ouverte. Et chacun a un rôle précis. Voilà. Tu as un périmètre, tu es censé faire quelque chose et tu dois le faire. Et dans la squad, tout le monde se fait confiance. Donc, si moi, j'ai un angle que je dois couvrir, je ne m'occupe que de couvrir cet angle.
je ne vais pas chercher à aller couvrir l'angle de l'autre. Mais pour ne pas que je parte faire ça, c'est que quelque part, j'ai confiance à l'autre. Voilà. Et c'est ce qui est important pour moi, c'est l'engagement. Quelqu'un qui donne des délais qui ne les respecte pas, qui dit qu'il va faire et qui ne le fait pas. Voilà, à la limite, quelqu'un qu'il faut tout le temps relancer, il faut tout le temps suivre, il faut aller contrôler son travail. Bon, quand c'est dit que c'est un junior, quand dès le départ, il est clair que tu dois contrôler son travail, il n'y a pas de problème, tu contrôles son travail. Mais quand on se dit, bon, OK, on est dans une squad, on a plus ou moins le même niveau, on sait que tu as les compétences et que derrière, en termes d'engagement, bon, tu ne nous permets pas d'avancer. Voilà. Comment tu gères ces conflits-là? Bon, c'est pas forcément des conflits. Tu sais qu'aujourd'hui, la squad, c'est toujours une évolution de l'agile, hein. Il y a ce qu'on appelle la rétrospective, dans laquelle, à un moment donné, l'équipe s'assoit et on fait le point. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché et autres. Donc, en ce moment-là, on profite pour échanger. Pour dire, bon, OK, comme on le dit, c'est courant, on le dit dans le club, on se dit les thèmes. Donc, on profite pour se dire les thèmes, voilà. Après, si on constate que le point est perdu, bon, la solution, c'est l'escalade. On va escalader le point. Tu as eu des mentors, des inspirations, des personnes qui, dans ce domaine-là, qui te challengent au quotidien, que ce soit des personnes que tu connaisses ou pas, hein? Oui, bon, moi, j'ai beaucoup plus d'inspiration de personnes que j'ai côtoyées. Voilà. Des personnes, bon, il y a mon ancien boss, M. Mohamed Sonkeri, voilà, qui m'a beaucoup inspiré par son courage, son abnégation, sa capacité à se remettre en cause, à remettre toujours en cause ce qu'il produit. Voilà. Donc, ça permet d'avoir une sorte d'amélioration continue. Sa faim qui l'amène toujours à chercher, à vouloir plus. Et donc, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, on va dire, qui m'a beaucoup inspiré. Il y a aussi quelqu'un que j'ai rencontré, Monsieur Yann Pilpri. Yann Pilpri, c'est quelqu'un aussi qui m'a beaucoup inspiré. La qualité de, de son travail, de ses solutions, ça m'a beaucoup aussi inspiré. Bon, c'était aussi au départ de ma carrière. Donc, c'est deux modèles-là qui m'ont toujours inspiré. C'est des personnes avec qui tu es toujours en contact? Pas beaucoup. Voilà, pas beaucoup aujourd'hui. Parce qu'après, bon, à un moment donné, chacun a allé dans son sens. Mais c'est des personnes pour qui j'ai toujours beaucoup de respect et d'admiration. Comment tu occupes ton temps libre? Aujourd'hui, mon Si temps tu as libre. un temps libre, vraiment, hein. Oui, quand même, on fait l'effort d'avoir un temps libre. OK. Aujourd'hui, mon temps libre, c'est essentiellement beaucoup de lectures. Voilà. Je m'intéresse aujourd'hui beaucoup à la bourse. Voilà. J'essaie aussi de passer du temps avec mon fils. Donc, on va dire essentiellement Essentiellement, ces trois éléments-là. tu as des passions? Hormis ce à quoi tu t'intéresses, est-ce qu'il y a quelque Je chose? sais, j'ai des passions encore. J'écoute un peu beaucoup de la musique, essentiellement du rap. J'écoute beaucoup de rap. Rollings. J'écoute beaucoup de rap. Tu as été reconverti. Non, ouais, ce n'est pas que je veux me reconvertir, mais aujourd'hui, quand je vois le développement du rap, ça me plaît parce que bon, avant, on consommait beaucoup plus du rap français. Imra ou Didi B? Imra. OK. Voilà, Imra. Toujours en gang. Toujours en gang. Imra, mais j'étais beaucoup plus rap français. Après, bon, jeux vidéo, j'ai arrêté tout. Pourquoi tu as arrêté? Pour être franc avec toi, je ne saurais pas te donner des réponses exactes, mais j'ai arrêté sur un coup de tête. Voilà. J'ai trouvé peut-être que ça me prenait un peu plus trop de temps. Voilà, ça prenait un peu de temps. Et donc, surtout quand on avait démarré nos études en informatique. OK. Je te souviens, à l'époque, j'étais vraiment à fond. Voilà, donc Ouais. j'ai arrêté. Puis bon, c'est resté. Même les films, je ne suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup de films. Mais bon, en même temps, je me dis, tu sais, avant, on aimait les jeux vidéo, mais on n'avait pas forcément les moyens de s'acheter les jeux vidéo qu'on voulait. Mais maintenant, tu as les moyens de t'acheter tous les jeux que tu veux et c'est là que tu arrêtes. Ouais, mais j'ai plus la passion. Voilà. Ah, OK, il n'y a pas de souci. Chaque samedi, tu viens chez moi. OK.
On va te recycler. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, comment tu concilies la vie professionnelle, la vie personnelle? Ça, par contre, je tiens ça de mon père. Mon père, il a eu toujours cette capacité-là. Quelles que soient les difficultés de la vie, lorsqu'il rentrait à la maison, il était une autre personne. Il ne rentrait jamais à la maison avec ses problèmes ses Du problèmes travail. professionnels, voilà. Et c'est quelque chose que j'ai, on va dire, à la limite, ça m'a toujours inspiré. C'est un peu comme un modèle. Et c'est quelque chose que je reproduis naturellement. Voilà. Je peux être stressé au boulot, mais quand j'arrive à la maison, voilà, les choses du boulot, ça reste Ça au reste boulot. au boulot. Donc, toi, tu arrives vraiment à te couper Ah, moi, je me coupe. Si j'ai quelque chose à livrer, je reste au bureau. Mais dès que dès si que je tu t'ai dit franchis. que non, je rentre à la maison, je vais bosser dessus. Ceux à qui j'ai dit ça, je vous ai menti. Je rentre à la maison, là, je ne vais pas bosser dessus. Voilà. Mais, hormis ton travail, comme on le dit, tu as des gombos. Bon, Tu il as y des a des... plantations de gombos. Est-ce qu'on va dire comme... Non, mais bon, comme je t'ai dit, il y a des projets perso. Voilà. Après, toi et moi, on en a déjà parlé. Il y a des projets perso. Donc, en ce moment-là, oui, je vais prendre sur moi, sur mon temps libre, pour, pour développer ce produit-là, ce projet-là, en quelque sorte. Mais est-ce que Mais le fait de ne pas coder, de ne plus coder au quotidien, ça te rouille pas un peu? si, ça te rouille. Le code, c'est clair. Tu laisses le code, Ça voilà, te ça laisse. évolue. Ça évolue, les nouvelles tendances, les nouvelles manières de faire, ça va vite. Voilà, il y a pas 36 solutions. Après, quand tu t'y remets, au bout d'une semaine, 2 semaines, si tu t'y remets à fond, ça revient. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo, ça revient, mais tu laisses le code, ça... Quand tu arrêtes de coder pendant 3 mois et que tu te retrouves devant une machine, les premières lignes de code, bah, tu sens que C'est, ça rame. la RAM n'est pas aussi trop. Est-ce que ton travail a déjà empiété sur des choses personnelles, des priorités Priorité personnelles? Est-ce personnelle. que tu as eu... Après, c'est des phases. Voilà, moi je dis, quand tu démarres ta carrière, ta priorité c'est ton travail. Ta priorité c'est pas, tu rentres pas dans des histoires de je vais construire une famille et autres. Et en informatique, il n'y a pas 36 solutions. Tu veux évoluer, tu veux être fort, tu veux être performant, tu dois donner beaucoup de temps. 1000%. Au-delà des 8 heures de travail, tu vas devoir donner beaucoup plus. Il n'y a pas 36 solutions. Tu vas donner tes week-ends, tu vas donner tes jours fériés, tu vas bosser, tu vas apprendre de nouvelles choses, tu vas mettre en pratique, tu vas te tromper, tu vas corriger, passer des centaines d'heures en train de corriger des bugs, des bugs, des bugs. Et c'est au sortir de là qu'à un certain moment donné, tu as un certain niveau Niveau. de compétences, de bagage technique. Et en ce moment-là, tu as le temps de dire, bon, OK, voilà, j'ai atteint un certain niveau, je peux maintenant me concentrer sur d'autres aspects de ma vie. En tout cas, si tu veux être performant, Si hein, tu veux il performer. n'y a pas 36 Oui, solutions. c'est toujours ça. Parce que bon, après, quand tu atteins un certain niveau, Tu as le temps de voir voilà, venir, tu la as le prise temps en main même des, des nouvelles même quand on technos te se fait donne une nouvelle naturellement. techno, ça se fait naturellement. Est-ce que ton entourage comprend ton travail? Par exemple, ta femme, qu'est-ce Oui, qu'elle sait de ton je lui ai travail? expliqué. Non, tu lui as expliqué, mais est-ce qu'elle elle perçoit l'importance que tu as au quotidien dans la vie des gens? Bon, ça, peut-être il faudrait lui demander, mais je lui ai expliqué mon activité, à quoi ça consiste, qu'est-ce que je fais, quels sont les impacts de ce que je fais. Voilà. Je pense qu'elle en a quand même conscience. Conscience. Voilà. Elle m'a déjà vu bosser, elle a déjà vu certains de mes travaux. Donc, je pense qu'elle sait. Les parents, mon père aussi, bon, mon père, il est ingénieur en électricité, donc techniquement, Il il sait. sait. Il sait, et donc souvent, lorsqu'on discute, il comprend plus ou moins l'importance de mes travaux. Parlons de ce cocon familial-là, vraiment. À t'entendre parler, ton père a joué un rôle vraiment majeur dans l'homme que tu es aujourd'hui. Ouais. Bon, et aussi, le connaissant personnellement, c'est quelqu'un d'assez ouvert, Ouais. mais d'assez rigoureux aussi. Comment est-ce que tout ça a pu se mettre
je sais pas, l'un dans l'autre s'emboîter. Et puis aujourd'hui, quel regard vraiment il a sur toi? Parce que bon, nous, en tant qu'homme, la vision que ton père a de toi, ça t'apporte satisfaction ou ça Ça te t'impacte pousse dans ta à, vie voilà. au quotidien. Donc, comment est-ce que tout ça se... Bon, moi, mon père, c'est quasiment une histoire d'amour entre un père et son fils. Mon père, il éprouve beaucoup d'amour vis-à-vis de moi également. Et ensuite, mon père, c'est quelqu'un qui a, comme tu as vu, il est assez ouvert. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours eu, qui a toujours discuté avec nous, qui a toujours cherché à nous inspirer, à nous pousser à désirer le meilleur, au fait. Voilà. Et donc, quelque part, il a su susciter en nous l'envie de gravir les échelons, d'avoir une ambition assez forte au quotidien. Mon père, c'est mon modèle. Il m'a beaucoup inspiré. Quelqu'un aussi qui est quelqu'un déjà même par sa résilience. Il a traversé beaucoup de zones de turbulence dans sa vie, mais il est resté droit. Il est resté droit, il est resté correct vis-à-vis des gens. Et plus tu grandis, plus tu rencontres les personnes qui l'ont connu, qui le connaissent ou qui travaillent avec lui. Et le témoignage de ces personnes-là te font comprendre qui il est c'est qui il réellement. est vraiment, en fait. Et quelque part, comme je dis, c'est une histoire d'amour entre mon père. Tu as envie de marcher dans ses pas. Voilà, tu as envie de marcher dans ses pas, en fait. Je suppose que tu veux transmettre ça aussi à ton fils. Oui, oui, c'est important, tu C'est sais. Bon, important. voilà. En tant qu'homme, en tant que père de famille, le plus important pour nous, c'est au-delà de l'aspect financier, Financier, ce sont les valeurs. les valeurs. Les valeurs que tu transmets à tes enfants, voilà, le modèle que tu leur inspires, au fait. C'est super. C'est super en tout cas. Que Dieu fasse que tu sois un bon papa, un papa poule. Et aujourd'hui, bon, tu es confirmé, hein, tu es senior, tu n'as plus rien à prouver. Oh, beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ah bon? Beaucoup de choses à faire, Bon, beaucoup de choses à prouver. tu me diras ce que tu as à prouver. Mais dans ton parcours étant une personne confirmée dans ce que tu fais aujourd'hui, euh, il y a eu la gestion de l'échec. Il y a forcément eu des périodes où tu as postulé, par exemple, tu n'as pas été pris, tu as entrepris des choses qui n'ont pas marché. Comment est-ce que tu as géré ça? L'échec, quand tu ne le comprends pas au début, ça fait mal. Et comme tu démarres dans la vie professionnelle et que tu essuies certains échecs, voilà, bon, comme je te dis, moi, je suis un gars, j'ai une forte ambition. Souvent, et tu te dis, mais pourquoi lui, pourquoi pas moi, et ainsi de suite. Mais après, quand tu prends même l'agile, on te dit que l'échelle te permet De te de révéler. t'améliorer, au fait. Et quand tu commences à apprendre ces principes d'agile, là, agile, lean, tout ça, tu te dis, bon, ok, tu essaies de te dire, bon, si j'ai échoué, c'est pas la faute des autres. Si j'ai échoué, c'est de ma faute. Pourquoi j'ai échoué? Ça te permet de te faire une remise en cause. Pourquoi j'ai échoué? Et à partir de cette remise en cause-là, ça te permet de devenir une meilleure version de toi. J'ai échoué peut-être parce que j'ai pas peut-être la certification qui va avec. Je vais aller chercher cette certification. J'ai échoué parce que peut-être j'ai stressé. J'ai pas eu les nerfs solides à l'entretien. Je vais m'entraîner à avoir les nerfs solides pour qu'au prochain entretien, ça passe. J'ai échoué parce que je n'ai pas fait telle ou telle chose. Toujours le sens de la responsabilité. Quelque part aussi, l'Église m'a aidé. Parce que je suis dans une église, bon, sans dénigrer quelconque église, hein, je suis dans une église où l'accent est mis sur la responsabilité personnelle. Chez nous, si tu échoues, ce n'est pas la faute du sorcier, hein. D'ailleurs, chez nous, on ne fait pas de délivrance. Il n'y a pas un jour où tu vas venir, on te dit non, viens, on va t'imposer les mains pour te délivrer. Non. Tu as échoué, c'est ta faute. Et donc, ça fait que tu n'es pas en train de chercher un bouc émissaire à tes difficultés, en fait. Tu te bats, tu essaies de trouver des solutions à tes difficultés, à tes problèmes, et tu avances. Et c'est en le faisant que tu t'améliores. En le faisant, tu t'améliores. Et même quand tu t'améliores, tu vas connaître des succès. Mais tu vas continuer de connaître aussi des échecs. De suite, hors antenne, tu as parlé de, par exemple, des facteurs d'entreprise,
quand tu postules, ça peut dépendre de toi ou pas Ouais, ça dépendre peut de dépendre de toi. beaucoup de choses. Aujourd'hui, bon, j'ai la chance de participer à certains recrutements. Voilà. Et à certains recrutements, tu cherches un développeur, comme je disais tout à l'heure, mais tu as en face de toi un gars qui a 10 ans. Quelqu'un qui a 10 ans dans le développement, il cherche des postes de responsabilité. Mais tu sais que, par exemple, d'ici 1 an ou 2 ans, tu ne pourras pas forcément lui donner un poste de responsabilité. Tu vois? Et donc, quelque part, ce gars-là, il peut s'ennuyer, et il peut ne pas être productif parce qu'il n'a pas forcément ce qu'il veut. Et à contrario, tu as un jeune développeur qui a 2 ans, 3 ans, qui est fougueux, voilà, qui a la rage. Tu peux décider. Beaucoup d'entreprises vont le prendre. Ils vont dire, bon, OK, on prend le gars de 3 ans parce qu'il a capacité à livrer, à produire, à nous donner ce qu'on veut, au fait. Il y a plusieurs paramètres. Ça peut être une question de prix et de coût. Quelqu'un qui a 10 ans, ce à quoi elle aspire financièrement, ce n'est pas forcément la même chose que quelqu'un il y a 3 ans. Voilà. Donc, il y a beaucoup de Les ce genre paramètres. de paramètres-là qui rentrent en compte, qui font que, bon, tu peux avoir le meilleur profil à un entretien. Et puis après, quand on regarde tous ces paramètres-là, on se dit, bon, le mieux, c'est de peut-être partir sur un tel profil, ainsi de suite. Mais de tes conseils pour quelqu'un qui veut, par exemple, aujourd'hui rentrer dans une multinationale, c'est quoi sur quoi il doit miser? C'est toujours de bosser techniquement, mais c'est surtout aussi dans sa capacité à mettre en valeur ses réalisations. Tu vois. Bon, je te donne une anecdote. Un de mes anciens patrons là, qui une fois m'avait pris en entretien avant que je rentre dans la boîte. J'ai fait 2 ou 3 entretiens à la boîte avant de l'intégrer. Et lors d'un entretien, m'a fait cette remarque-là. Il m'a dit que quand je décris mon profil, je décris mes réalisations, j'utilise beaucoup le terme nous. Tu vois. Bon, tu as travaillé sur un projet, vous avez mis une place en place. C'est souvent difficile, tu sais, qu'en tant que développeur, Je surtout dis quand tu es un peu honnête, de dire j'ai fait tant, j'ai fait tant, j'ai fait tant. Tu as comme l'impression de voler le travail de de tes tes collègues, collègues, voilà, c'est de ça. tes amis et autres. Mais malheureusement, à un entretien, les gens sont là pour entendre le jeu. Ça peut être idiot, ça peut paraître bête, méchant, mais c'est la réalité. Voilà. Parce que quand ils entendent nous, Ils se disent que tu n'es pas voilà. autonome, par Est-ce exemple. que le travail que tu présentes là, c'est pas plutôt le fruit des autres C'est ça. que toi? Et donc, ce qui fait que en entretien, c'est beaucoup de jeux. Si tu veux mettre tes chances de ton côté, c'est beaucoup de jeux. Et souvent, c'est pas forcément évident, hein. Même jusqu'à présent, pour moi, c'est pas forcément évident. J'avais une idée dit que bon, j'ai travaillé sur l'architecture Et tel de telle produit. solution. Ah, mais une architecture, tu peux driver le projet, l'architecture, mais Mais tu ne travailles pas dessus. c'est ça. Après, il faut pouvoir trouver les tournures pour ne pas être aussi dans Dans l'exagération, pour ne l'exagération, pas dans le aussi juste milieu. t'approprier tout le travail de tes collègues. Abordons l'un des derniers points de notre interview. On tire à la fin. L'IA dans ton métier. Ouais, bon, ça fait peur, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il faut comprendre que tout ce qu'on voit à la Silicon Valley, ça met environ 5 à 10 ans avant d'arriver ici. Aujourd'hui, l'IA est en train de remplacer pas mal de métiers, pas mal d'activités au niveau de la Silicon Valley. On est en 2026, d'ici horizon 2035, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître ici aussi en Côte d'Ivoire. Ça va arriver. Et vu que l'IA arrive, l'informatique va encore plus vite. Peut-être que les pronostics même que je donne sont faux. Ça va arriver peut-être beaucoup plus vite. Peut-être même d'ici 5 ans, ça va arriver. Mais c'est important. Aujourd'hui, comme pour paraphraser un de mes doyens, il dit en tant qu'architecte, tu es payé à parler. Le quotidien, c'est parler. On t'explique un besoin, tu expliques une solution, tu essaies de convaincre tout le monde autour de ta solution. Bon, après, on fait un peu de paperasse, mais tu vois, c'est pas un travail manuel, C'est ça. c'est de l'intelligence, c'est du conseil à la limite. Mais quand tu regardes aujourd'hui une IA, avec toutes les bases de connaissances qu'elle a à disposition, sa capacité à pouvoir synthétiser rapidement, à faire un retour, à produire des documents, objectivement. Ton discours Objectivement. sera plus nécessaire.
Quelqu'un qui a ton conseil, qui a besoin de ton conseil, il vient, il se pointe sur une IA, il décrit son besoin, il demande à l'IA. L'IA va lui donner, aujourd'hui même en état, il y a de fortes chances que l'IA lui donne beaucoup plus de... Donc, pour toi, tu penses que Après, ça, l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui est vouée nécessairement à disparaître? Quand je dis telle qu'on la connaît, c'est-à-dire... l'informatique d'aujourd'hui a déjà disparu. C'est le vrai point. Aujourd'hui, l'informatique telle qu'on le connaît aujourd'hui, ça a déjà disparu. C'est le temps quand nous, ici, nous recevions la mise à jour. La mise à jour. C'est ça. C'est juste ce temps-là que j'ai estimé à 5 à 10 ans. Mais l'informatique d'aujourd'hui, ça a déjà disparu. Décembre 2024, j'ai voulu tester l'intégration d'un serveur vocal avec une plateforme qui s'appelle Twilio. Et donc, je me suis dit, bon, OK, la plateforme te permet d'avoir un serveur vocal, tu peux coder toi-même ton propre serveur vocal. Et j'avais le choix. Soit je me tapais toute la documentation technique que la plateforme met à disposition pour faire l'intégration. C'était soit ça ou rien d'autre à l'époque. Puis, je me suis dit, mais attends, on parle d'IA. Bon, OK, c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Et j'ai décrit mon besoin en 2 lignes, rapidement. Ah bon, OK, je vais intégrer un serveur vocal avec Twilio, je développe en Python, voilà. Et bon, j'ai juste lancé ça sans savoir à quoi ça allait. C'est-à-dire pour toi-même, limite, tu... Il allait me raconter des bobards, en fait. Le mec s'est mis à pisser le code. C'est aussi simple que ça. Je lui ai dit que c'était du Python, du Django. Il s'est mis à me pousser du code. Il m'a pissé le code. Il m'a même dit quelles sont les configurations pas à pas que je dois faire dans Twilio, dans mon compte Twilio. Je suis allé, j'ai fait les configurations. J'ai déclaré mon endpoint comme un callback et j'ai pris mon téléphone, vu qu'il te donne un numéro de téléphone, j'ai composé le numéro de téléphone. Quand j'ai lancé, ça a sonné et j'ai juste fait comme un hello world. J'ai juste mis bonjour Jonathan. Il a marché. J'ai essayé de poursuivre. J'ai essayé de donner plus de détails sur mon besoin. La logique même. La logique métier. Quand je lui ai donné plus de détails, il a répondu. Et ce qu'il te donne, dans 80% des cas, c'est fonctionnel. Même quand il se trompe et qu'il y a une erreur, à la limite, tu n'as même pas besoin de chercher à lire toute l'erreur. Tu copies tout le trace back. Tu copies, tu colles. Il te dit, oui, ok, il y a telle erreur ici, il y a telle ligne, il faut changer, t'en voici tes nouveaux fichiers de code. L'informatique évolue tellement vite. C'est ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Dans 5 ans. Non, même je dirais même jusqu'à décembre. Voilà, dans 5 ans, il sera capable de faire 10 fois, 15 fois plus qu'aujourd'hui. Objectivement, quelqu'un qui veut un site web, quelqu'un qui veut une application, il décrira juste son besoin, il va le faire. Je causais avec un ancien collègue qui est dans une boîte telco, qui me disait qu'ils ont reçu la visite d'un cabinet international qui était venu leur présenter 5 agents IA. Mais ce qu'ils leur ont présenté, c'est de la folie, en fait. Tu décris ton besoin, tu donnes le maximum de détails que tu peux donner sur ton besoin, tes règles de gestion, tout. Et dans les 5 agents, il y a un agent qui code ton application de bout en bout. Il y a un agent qui écrit les tests, qui teste ton application et qui te donne, qui donne les retours. Qui donne les retours. Donc, si ce n'est pas bon, l'autre y reprend. Et ensuite, il y a un troisième qui lui déploie. C'est-à-dire que toute ta stack CI/CD, là, lui, il la déploie. C'est comme si tu as une squad, en fait. Tu as une squad d'IA. Tu n'as qu'à juste leur donner... les bons éléments. Voilà. Tu n'as qu'à donner les trucs, tes exigences, ton besoin. Donc, je pense que le travail du développeur peut-être va migrer. On sera beaucoup plus aller vers un langage humain, IA, pour décrire le besoin, pour que ce besoin-là soit le plus totalement compréhensible, voilà, par l'IA. Et à la limite, ce que l'informaticien de demain va faire, il va ajuster. À monitorer. Voilà, il va monitorer, même monitorer. Non, quand je dis monitorer, ce n'est pas en termes de surveillance nécessairement, mais en termes d'ajustement, comme tu as dit. Là. OK, voilà. Voilà, puisque, bon, peut-être lui, 5 à 10% que tu vas devoir... la connaissance préalable, vu sa formation, que peut-être un profane n'a pas. Juste ce niveau-là, sinon, même un profane même pourra coder une application entièrement pour... Voilà.
C'est un peu comme à l'époque, il y avait Dreamweaver. Ouais, Voilà, tu te souviens, à l'époque, on avait Dreamweaver. Il y a plein de gars qui pouvaient te sortir des sites web c'est ça, il sans... fait sa maquette sur Fireworks. Voilà, T'envoies ça. il te fait un site web rapide. Tant qu'il n'y a pas de logique métier derrière, bon, quand on appelle ça le site web avec des pages statiques, tranquille, il te fait ça. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus puissant. Ils savent l'IA, ça te prendre de la logique métier et autres. Et il y a une de mes collègues avec qui je discute beaucoup, puisqu'elle est par contre architecte data. Je pense qu'un jour, peut-être, tu pourras l'inviter. Je lui disais, mais quand tu regardes l'IA aujourd'hui, dans 25 ans, quel sera le monde? Il y a un truc qui me torture beaucoup, c'est, tu vois, aujourd'hui, notre génération, on le dit souvent pour plaisanter, mais c'est réellement ce qu'on pense. On le dit pour plaisanter, on dit, ah, nos parents, là, au moins, terrain était 50 000. Ils n'ont pas payé. Ils ont payé ces bagous. Maintenant, c'est nous, ils viennent fatiguer. Mais cette phrase-là, nos enfants risquent de nous la retourner. Voilà. Si on sait pas, on n'arrive pas à se préparer au monde de demain. Tu vois, aujourd'hui, on te dit que dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis, il y a des frappes qui sont faites par IA. Voilà. On te parle de Anthropic, bon, Anthropic et ChatGPT, OpenAI, voilà, qui ont des contrats avec Le Pentagone. le Pentagone pour avoir des humanoïdes, des machines qui sont dopées à l'IA, qui vont aller faire la guerre. Bon, dans 20 ans, ça sera quoi ce monde? Est-ce que l'éducation telle qu'on le connaît C'est aujourd'hui, ça. est-ce que demain, ça aura un sens? Non, je pense qu'il faudra réinventer beaucoup de choses, hein. Le monde de demain, il fait peur, au fait. Est-ce les hommes seront obsolètes? Parce que là, beaucoup d'hommes, non, mais réellement, pour beaucoup d'observateurs, on va vers l'obsolescence humaine. On deviendra footballeur tous. Ah, mais même footballeur, peut-être qu'il y aura des humanoïdes. Bon, Les poupées, même les poupées gonflables. Là, le matin, j'ai regardé une vidéo, là. Les gars sont en train de chercher à faire des poupées gonflables, humanoïdes, dopées à l'IA. Donc, le monde de demain, je pense que ça fait peur, quoi. on doit commencer à réfléchir dès maintenant. Donc, pour toi, ton fils, s'il veut se lancer dans l'informatique, c'est un nom catégorique ou bien, bon, c'est... Je ne sais même pas ce que demain sera, en fait. Tu vois, aujourd'hui, là, tu portes des Ray-Ban. Mais regarde les nouvelles versions des Ray-Ban qui sont en train de sortir. Quelqu'un qui ne sait pas parler l'anglais, qui ne sait pas parler le chinois, tu peux te communiquer avec quelqu'un qui parle dans une autre langue, toi dans ta langue native, et au travers des lunettes, la traduction est faite automatiquement. On a parlé du cas du développement, même les études. Aujourd'hui, au niveau même les chirurgiens, ils sont en train de développer des robots qui vont opérer, qui sont 10 fois, 20 fois, 30 fois plus précis que des trucs. Donc, quand je regarde, je ne sais même pas dire qu'est-ce que sera le monde de demain, en fait. Peut-être que même les musiciens, avec l'IA, on sait qu'aujourd'hui, la musique, c'est une question de vibration, c'est une question de fréquence. Et donc, en fonction de ton mood, comme on le dit, certains appareils pourront jouer la musique adéquate et autres. Donc, quand tu regardes le champ d'action, tu ne retrouves même pas un métier, un endroit où, à la limite, ils seront épargnés. Même les métiers, peut-être, je ne sais pas si peut-être c'est l'agriculture qui va nous rester. Moi, je pense que le sport, c'est quelque chose qui est basé sur les émotions que l'humain procure. Donc, peut-être là, l'IA va faire son entrée. Bon, l'IA a déjà fait son entrée, hein, dans des outils d'assistance, d'aide à la décision, tout et tout. Mais si un robot vient jouer au foot, je ne pense pas que ce sera la même sensation. Peut-être que tu auras des paires de marques dopées à l'IA. Bon, on verra bien. Dopé à l'IA qui te dira comment il faut tirer, qui va t'aider même à tirer, à avoir le fouetté qu'il faut. Bon. On verra bien. En tout cas, il y a le champ des possibilités est énorme. Merci. Notre interview arrive à sa fin. C'était vraiment une discussion très constructive. Et comme c'est la tradition, on te remet le symbole de ton passage. Merci. Il y a cette tasse-là. Chaque fois que, bon, tu as dit tu n'es pas café, tu n'es pas thé, mais pour nous, au moins, tu vas boire un café. Je vais prendre un jus. Un jus. OK, il n'y a pas de souci. Donc, merci encore et merci à vous d'avoir suivi. Juste pour prouver que vous êtes arrivé jusqu'à la fin,
vous pouvez laisser un commentaire de cette vidéo. Rollings, voilà. Ça va nous prouver que vous êtes arrivé à la fin. Un dernier mot pour nos auditeurs, nos téléspectateurs. Le dernier mot, je vais terminer par la dernière discussion qu'on a eue, c'est sur l'IA. Il y a une grande révolution qui est en train d'arriver. Ce que je peux dire aux auditeurs, c'est dès maintenant, commencez à vous former sur l'IA, à apprendre davantage sur ce que c'est et à voir dans quelle mesure ça peut vous aider dans vos activités, voilà, dans votre quotidien, à développer des compétences et des skills parce que lorsque ça va arriver, ça risque d'être assez violent, quoi. Merci à toi, Rollings. Merci. Rollings Sphinx. Sphinx. Merci, merci à tous.